Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Hugues Lacombe. J'habite Baie-Saint-Paul, un astronome amateur. Et ce soir, je vais vous amener faire un voyage au fond du système solaire. Juste avant, je veux souligner le fait que la conférence de ce soir, c'est une de 3 conférences dans la série des conférences découvertes offertes par la Ville de Baie-Saint-Paul, le service des loisirs. Et c'est la 3e de 3. On a fait une en novembre, une le mois dernier et une ce soir. Et donc, merci à la Ville de nous permettre de faire ces rencontres-là. Et je tiens aussi à remercier Mme Ouellette, qui est la responsable de la bibliothèque municipale à Baie-Saint-Paul. Et elle nous offre toujours un accueil chaleureux et c'est toujours un plaisir de faire affaire avec Mme Ouellette. Alors, cela dit, on va commencer et je commence toujours par un peu de prosélytisme, c'est-à-dire que je vends ma salade pour la lutte contre la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, ça nous embête, nous les astronomes amateurs, parce que quand il y a beaucoup de lumière, on ne voit pas les étoiles, on les voit moins bien. Mais d'autre part, c'est aussi un sujet important pour la vie de tous les citoyens, parce que la pollution lumineuse cause beaucoup de problèmes. Je vais juste éteindre ça 2 secondes et on va rallumer après. Mais on voit que la pollution lumineuse, il y en a vraiment un peu partout. Il y en a beaucoup, évidemment, c'est sous le contrôle de la municipalité parce qu'il y a l'éclairage public, ce qui est normal. Et donc, il faut travailler avec les municipalités pour réduire la pollution lumineuse. Et présentement, la Ville de Baie-Saint-Paul est en train de concocter une politique de lutte contre la pollution lumineuse. Il y a un comité sur lequel je siège et avec un peu de chance, la politique sera adoptée ce printemps. Mais il y a aussi, nous comme citoyens, on a notre rôle à jouer parce que qu'est-ce que ça fait, la pollution lumineuse? D'abord, on voit à gauche une lumière qui est mal dirigée, une lumière qui est dirigée en partie vers le ciel, c'est tout à fait inutile. Hein? Vous gaspillez l'énergie, vous payez l'énergie pour rien et vous créez de la pollution lumineuse. Et aussi une lumière qui est mal dirigée, bien, ça embête les voisins. Si vous avez une lumière chez vous, ce n'est pas pour éclairer dans le salon du voisin, c'est parce que vous voulez éclairer votre sentier, votre chemin ou votre balcon. Mais très souvent, ça cause ce genre de problème-là. Et il y a le problème de l'éblouissement, qu'on connaît plus sur la route, qui est aussi un problème de pollution lumineuse. Donc, arrangez-vous pour serrer la main à votre voisin, puis tout le monde va être content. OK. Maintenant, une petite annonce pour le Club d'astronomie pas de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, parce que c'est ouvert à toute la région de Charlevoix. Le club est relativement nouveau. On a lancé l'idée il y a à peu près 2 mois maintenant, et le club commence ses activités. Alors, qu'est-ce que ça fait, un club d'astronomie? Ça réunit des gens qui sont intéressés par le ciel et qui veulent en connaître davantage. Et j'ai recruté à peu près une dizaine de personnes présentement. Et sur les 10 personnes, je pense que je suis le seul qui s'y connaît moindrement en astronomie. Et donc, toutes les autres personnes, c'est des gens qui connaissent relativement peu, mais qui sont intéressés par le ciel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aux réunions? On se réunit une fois par mois. Bonsoir, Hélène. Alors, on se réunit une fois par mois. Et quand on se réunit, on fait ça ici, un lundi soir. Et c'est un peu le même format que ce soir, c'est-à-dire que la première heure, je fais une présentation sur un sujet quelconque. Et la deuxième heure, je présente le ciel du mois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel le mois qui va suivre. Alors, juste pour vous donner une idée, la prochaine réunion du club aura lieu le 14 mai, qui est un lundi. Et la première heure, je vais faire une présentation sur la Lune. Et la deuxième heure, je vais faire une présentation sur le ciel du mois de juin.
c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel le mois suivant. Donc, un lundi par mois, on fait une rencontre un peu plus formelle ici avec une présentation. Les autres lundis, on fait de l'observation. Et là, c'est libre, les gens ne sont pas... en fait, tout est toujours libre. Il n'y a personne qui est obligé de faire quoi que ce soit. Mais ceux qui veulent, les autres lundis, donc 3 autres lundis du mois, quand le ciel est dégagé, on se rencontre près du quai de Baie-Saint-Paul, ou bien dans le stationnement, ou bien Habitat 07, et on fait de l'observation, et les gens apprennent le ciel. Et je leur montre les constellations, les étoiles, les planètes, et j'ai un télescope, puis on fait aussi de l'observation. Tout ça pour dire qu'à la toute fin, si jamais il y a d'autres personnes dans la... Parce qu'il y a des personnes ici qui sont déjà membres du club, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent devenir membres du club, vous remplissez la petite feuille pour que je puisse communiquer avec vous et vous envoyer des avis pour les activités. OK, maintenant, vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu pour ceci. Alors, ce soir, on va parler de Pluton et des planètes naines. La présentation va se faire en 2 parties. On fera une petite pause à mi-chemin. La première partie, on va parler de la découverte des planètes, la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper et les planètes naines. On va faire une petite pause et après la pause, on va voir en détail 2 planètes naines. La première qui s'appelle Cérès et qui a été survolée par la sonde spatiale Dawn. Et on va parler d'une autre planète naine plus connue, Pluton, qui, elle, a été survolée par la sonde New Horizons. Vous m'arrêtez. Quand vous avez des questions, vous levez la main, vous criez. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, de façon très informelle. OK. La découverte des planètes. Alors, il y a 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. On parle de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et comme ces 5 planètes-là sont visibles à l'œil nu, il n'y a personne qui les a découvertes. Hein? En fait, les anciens remontent au temps des Babyloniens pour ce qui est de l'Occident, et ce sont les Babyloniens les premiers qui ont commencé à noter la position des 5 planètes qui se déplaçaient dans le ciel. Et évidemment, si on ajoute la planète Terre, ça veut dire que depuis toujours, le monde connaît 6 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Pour ce qui est des autres planètes, alors, c'est relativement récent. Il faut dire que le télescope a été inventé en 1609 à peu près. Et les premières observations au télescope, c'est Galilée qui va les faire. Et donc, Galilée va commencer à faire de l'observation. À partir de ce moment-là, on va apprendre, connaître, découvrir de nouvelles choses dans le ciel. On est rendu au 18e siècle en Angleterre avec William Herschel. Et William Herschel, c'est un monsieur assez riche, il s'était fait des gros télescopes, et c'est un monsieur qui faisait beaucoup d'observations. Il a découvert beaucoup de choses, William Herschel. Et entre autres, en 1781, il était en train de rechercher des étoiles doubles. Étoiles doubles, il faut savoir que à peu près 50% des étoiles sont doubles ou multiples. Ça veut dire quoi? Vous prenez le Soleil, qui est une étoile. Le Soleil, c'est une étoile simple. Hein? Il n'y a pas d'autres étoiles alentour. Mais dans l'univers, la moitié des étoiles ne sont pas simples, elles sont doubles ou très souvent doubles. Ça veut dire que lorsque l'étoile naît, au lieu de naître tout seul, elle naît avec un jumeau ou une jumelle. Ou des fois, c'est des triplés. Et donc, souvent, dans l'univers, on va observer des étoiles qui sont nées ensemble et qui sont reliées par gravité. Donc, elles vont tourner l'une autour de l'autre. On peut en voir, si vous venez à nos lundis d'observation, je peux vous en montrer au télescope. Mais on est au 18e siècle et Herschel, lui, là, il observe puis il essaie d'en trouver des nouvelles. Puis quand il en trouve des nouvelles, il les note.
Et un beau soir, il va tomber sur quelque chose qui est un peu différent et il pense qu'il a découvert une comète. Alors, il va noter ça, qu'il a découvert une comète, il va avertir ses chums, j'ai découvert une comète, etc. Sauf que les comètes, d'habitude, vont développer une queue quand elles s'approchent du Soleil, et ce que Herschel a découvert, ça ne développe pas de queue. Et là, on prend des mesures et on établit l'orbite, et on s'aperçoit que c'est une autre planète, que ce machin-là tourne autour du Soleil à une distance plus loin que Jupiter. Alors, tout à coup, en 1781, le système solaire que l'on connaissait vient de prendre de l'expansion. Le siècle suivant, on est rendu au 19e siècle, on va découvrir Neptune. Et la découverte de Neptune, elle est assez intéressante parce qu'elle s'est faite de la façon suivante. C'est que ça faisait à peu près 100 ans, non, mais disons 75 ans qu'on connaissait Uranus. Et donc, on notait sa position très précisément, sauf que la position d'Uranus n'était pas tout à fait exacte. Ça ne concordait pas. Pourquoi? Parce que les orbites, à l'époque, en tout cas, c'était très bien connu, et une planète va se déplacer autour du Soleil selon les lois de Kepler. Kepler, qui était un astronome au début du XVIIe siècle, 1610, autour de là, Kepler va établir ses lois, il va comprendre mathématiquement comment ça marche, et il va dire, voici les planètes, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se promène. Et là, ça fait 75 ans, 70 ans qu'on observe Uranus, et Uranus n'est pas tout à fait à la bonne place. Et là, les gens se creusent la tête, sauf que rendu là, au 19e siècle, les mathématiques, la physique est davantage avancée, et là, on peut faire des calculs. Et là, on se dit, si Uranus n'est pas exactement là où elle doit être, c'est parce qu'elle subit l'influence d'un autre corps, d'un autre astre qui l'attire. Et parce qu'il l'attire, ça fait dévier Uranus de sa trajectoire légèrement. Alors, on va faire des calculs, et il y en a deux en particulier qui vont faire des calculs et ils vont prédire la présence d'une autre planète inconnue encore, qu'on n'a pas découverte. Et c'est un Français, Le Verrier, qui va faire les calculs et il va dire, non, moi, d'après mes calculs, les perturbations de l'orbite d'Uranus, Neptune devrait être dans ce coin-là. Neptune, la nouvelle planète. Adams, en Angleterre, va faire la même chose. Et les deux vont faire les mêmes calculs, plus ou moins, indépendamment. Et là, la chicane va prendre. La chicane va prendre le jour où l'Allemand, parce que c'est un Allemand finalement, Johann Galle, c'est lui qui va observer Neptune pour la première fois. Et il va trouver Neptune à 1 degré de la position calculée par Le Verrier et Adams, ça se rapprochait pas mal. Oui. Comment et qui donne le nom à la planète? Aujourd'hui, depuis 1930 ou 40, j'oublie, c'est un organisme international qui s'appelle l'Union astronomique internationale. Aujourd'hui, c'est international, c'est formé d'astronomes, d'astrophysiciens. Ils ont des commissions qui vont nommer les choses. Mais à l'époque, ils n'avaient pas. Et donc, les noms ont fluctué un peu. Le cas d'Uranus, en particulier, est intéressant parce que William Herschel, en Angleterre, lui, quand il a fait la découverte, il a nommé la planète du nom du roi, qui s'appelait comment, en Angleterre. Et donc, il dit ça, je l'appelle du nom du roi, et parce qu'il voulait avoir des subventions. Hein, il dépendait un peu de la couronne, lui aussi. Et donc, mais au début, donc, lui, il poussait pour son nom, mais là, en Europe, il y avait, et finalement, le nom n'a pas tenu, puis je ne sais plus trop c'est qui
qui a fini par dire que ça devrait être Uranus, puis il y a eu un consensus. Donc, à l'époque, le consensus se faisait de façon un peu désordonnée, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Toute la nomenclature astronomique est régie par l'Union astronomique internationale. Alors, tout ça pour dire que 1846, donc, on va découvrir Neptune, et là, on est rendu avec une 8e planète. Mais entre la découverte d'Uranus et la découverte de Neptune, on va découvrir autre chose. C'est ce qu'on va voir. Les petites planètes. Alors, rappelez-vous, 1781, Herschel va découvrir Uranus. C'est un gros corps, c'est une grosse planète, c'est loin. Le jour de l'an 1801, notre ami Piazzi, un Italien, il ne devait pas aimer sa lasagne. Il est sorti dehors, il a sorti son télescope et il va découvrir un nouvel objet dans le ciel. Et il va le découvrir, il a juste le temps de le découvrir parce que l'objet n'est pas loin du Soleil qui se couche. Et donc, il va prendre quelques positions durant quelques jours, puis après ça, il va le perdre dans la lueur du Soleil. Puis là, il doit attendre quelques mois dans le ciel du matin pour retrouver son objet, essayer de le retrouver. Et donc, il va le retrouver et il va s'apercevoir que c'est un objet qui est en orbite, lui aussi, autour du Soleil. Et il va le nommer Cérès. Et l'objet est entre la planète Mars et la planète Jupiter. Mais c'est un petit objet. Et donc, contrairement aux planètes qu'on connaissait, là, tout à coup, il découvre quelque chose de pas mal plus petit. On va voir tantôt parce que je vais beaucoup parler de Cérès dans la deuxième partie. OK. Mais là, la question se posait, parce que Piazzi était content, lui. Il dit, j'ai découvert une planète, hein? Et je vais devenir célèbre. Mais là, tout à coup, on s'est mis presque coup sur coup à en découvrir d'autres dans le même secteur. Alors, l'année suivante, en 1802, on va découvrir Pallas, en 1804, Junon, en 1807, Vesta, et ça va s'arrêter là. On pensait qu'il s'agissait encore de planètes. On est encore dans la même zone entre Mars et Jupiter, et c'est encore de petits objets. Et là, il faut attendre jusqu'en 1845 pour qu'on découvre un autre astéroïde. Mais là, c'est comme si les vannes étaient ouvertes. À partir de 1845, il faut se rappeler aussi qu'avec le temps qui passe, l'équipement se perfectionne. Et donc, on découvre des choses parce que l'équipement nous permet de découvrir de nouvelles choses. Et là, on va en découvrir. Rendu en 1868, on connaît 100 objets qui orbitent le Soleil entre la planète Mars et la planète Jupiter. Tous de petits objets. Et là, évidemment, déjà rendu là, les gens disent, c'est vraiment ce qu'on a trouvé entre Mars et Jupiter, c'est vraiment différent des planètes. Différent surtout par la taille. Et donc, on a commencé à dire, on va créer une nouvelle classe d'objets dans le système solaire. Alors, à partir de ce moment-là, on va dire, dans le système solaire, il y a les planètes, il y a les petites planètes. On va faire la différence entre les deux. Et les petites planètes, en fait, à partir de 1882, on va commencer à utiliser le terme astéroïde pour parler des petites planètes. Et aujourd'hui, on se sert encore des deux appellations, quoiqu'on parle plus souvent d'astéroïdes. Alors là, à partir de 1882, on s'est dit, non, on n'a pas 108 planètes, on a des petites planètes, puis on a 8 planètes classiques. Et les 8 étant évidemment Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune.
Oui. Comment ils font pour savoir que ces astéroïdes-là sont entre Mars et Jupiter? Alors, on calcule l'orbite. D'abord, on part de l'observation. Et en astronomie comme en science, c'est toujours la même chose. On observe quelque chose. Et donc là, on va observer un objet, on découvre un objet et on voit qu'il se déplace de soir en soir. Et en notant sa position, on peut calculer son orbite. Et quand on calcule son orbite, la vitesse et l'orbite, tout de suite, ça nous dit où dans le système solaire l'objet est. Et donc là, on était entre Mars et Jupiter, et donc on était à un endroit où les objets avançaient moins rapidement que Mars, mais plus rapidement que Jupiter. Donc on était quelque part dans ce coin-là. Oui? Quand vous parliez de progrès technique, est-ce que la photographie n'a pas aidé? Plus tard, oui. Et aujourd'hui, tout se fait par photo. Oui. La réponse est oui. Et donc, on est rendu là. Donc, on revient avec nos 8 planètes. Alors là, il en manque une, parce que lorsqu'on était petit à l'école, on nous a enseigné qu'il y avait 9 planètes. Parce que quand on était petit, il y en avait 9 effectivement. Sauf que lorsque nos parents étaient petits, il y en avait 8. Parce que la 9e, on l'a découvert en 1930, et c'est Pluton. Avant de parler Pluton, je vais juste éteindre la lumière un peu pour vous parler de la ceinture d'astéroïdes, parce que ici, j'ai marqué qu'aujourd'hui, on connaît 700 000 plus ou moins astéroïdes. On en découvre tout le temps. Et aujourd'hui, si on en découvre tout le temps, c'est parce qu'il y a des gros télescopes robotisés qui ne font que prendre des photos du ciel. Et il y en a un maintenant qui fait ça plusieurs fois durant la nuit. Et donc, le matin, ils mettent ça dans les ordinateurs, ils ont des algorithmes. Puis là, ils disent, ah, on a trouvé 7 objets sur le cliché qui bougent. Alors là, ils vont dans leur base de données, puis ils disent, oui, mais sur les 7, on les connaît, les 7. Okay? Mais chaque mois, ils en découvrent de nouveaux, toujours plus faibles, toujours plus loin. Mais pour revenir à nos astéroïdes, nos petites planètes qu'on a commencé à découvrir au 19e siècle, alors là, je vais avancer. Alors, il va falloir que je change de pointeur, défectueux. Au centre, on a le Soleil, l'orbite de Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ici, on a Jupiter. Et vous voyez comme un grand beigne, c'est ce qu'on appelle la ceinture principale des astéroïdes. Alors, la très, très, très grande majorité des astéroïdes se situent à cet endroit-là dans le système solaire. Ils sont sur des orbites, pour la plupart quasi circulaires. Et donc, ils vont tourner autour du Soleil, mais ils vont rester dans la ceinture essentiellement. Mais il y a d'autres catégories d'astéroïdes dont je vais parler très brièvement, parce que vous en voyez un groupe ici, et vous en voyez un groupe ici. C'est ce qu'on appelle les astéroïdes troyens. Et ce sont 2 groupes d'astéroïdes qui sont carrément sur l'orbite de Jupiter. Alors, il y a un groupe qui est grosso modo 60 degrés plus ou moins en avant de Jupiter. Il y a un autre groupe qui est plus ou moins 60 degrés à l'arrière de Jupiter. Un jour, si vous venez au club, je donnerai une conférence sur les astéroïdes troyens. Mais vous voyez aussi qu'il y a quelques astéroïdes qui sont à l'intérieur de l'orbite de Mars. Et il y a aussi des astéroïdes dont l'orbite n'est pas vraiment circulaire, c'est plus une ellipse. Et donc, ce qui va arriver avec ce genre d'astéroïde-là, c'est qu'il va partir ici, puis au lieu juste de tourner en rond, il va rentrer comme ça, puis il va ressortir. En d'autres mots, il va se rapprocher des planètes. Et certains astéroïdes,
l'orbite de certains astéroïdes va croiser l'orbite de la Terre. Et donc, il y a danger de collision. Et donc, on suit particulièrement tous les astéroïdes, puis on en connaît pas mal, dont l'orbite va croiser celui de la Terre. Et c'est comme ça que les astronomes peuvent nous dire qu'il n'y aura pas de collision de prévu avec un gros dans un avenir indéterminé. Mais il y a 400 millions d'années, la Terre n'a pas été aussi chanceuse. Et effectivement, il y a un astéroïde qui a croisé l'orbite de la Terre et qui l'a frappé. Et ça a créé le cratère de Charlevoix. Et donc, Charlevoix, on a un lien direct avec le ciel, un lien direct avec les astéroïdes. Et nous, à ce soir, on est ici. On est à l'intérieur du cratère, l'île aux Coudes, la Malbaie par ici. Alors. Ils n'en ont pas vu sur lequel poussent des baobabs encore. Pardon? Ils n'en ont pas vu sur lequel poussent des baobabs encore. On en cherche. Hein? Ça nous ferait un endroit où passer l'hiver. On va remettre la lumière. Si je remets la lumière, c'est beaucoup pour aider monsieur qui est en train de capter ça sur vidéo. Alors, tantôt, on a vu qu'après avoir découvert Uranus, on s'est aperçu qu'Uranus ne suivait pas son chemin et on a déduit la présence d'une autre planète qu'on a découverte par la suite qui s'appelait Neptune. La même chose est arrivée avec Pluton, c'est-à-dire qu'on a commencé à observer Neptune et on s'est aperçu, même histoire, Neptune n'était pas précisément là où elle était supposée être. Les astronomes ont fait d'autres calculs et ils ont dit il y a une autre planète encore plus loin qui tire dessus, qui perturbe. Hein? Oui? Uranus, Neptune, Pluton, est-ce qu'ils sont éloignés puis sont influencés comme ça? Sont, Qu'ils soient éloignés? sont pas mal éloignés. Ils s'influencent. Mais c'est des grosses planètes. On va le voir un peu dans une seconde. Et oui, ils ont de l'influence. Alors, pour répondre de façon plus précise, je ne vais pas donner un chiffre précis, mais la force d'attraction entre deux objets, ça dépend de leur masse, donc la grosseur et la distance. Et c'est, en mathématiques, c'est la multiplication de la masse 1 multipliée par la masse 2 divisé par la distance au carré. Et le divisé par la distance au carré, c'est important parce que ça veut dire que plus la distance est grande, plus petite va être la force de gravité qui va attirer les deux. Et donc, pour qu'il y ait perturbation, c'est loin, mais ce n'est pas si loin qu'il n'y a pas d'influence. Mais prenez le Soleil. Hein? Le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres de nous et on subit son influence. Et Pluton et les autres trucs à l'autre bout du système solaire sont à des milliards de kilomètres et ils subissent encore l'influence du Soleil, malgré la grande distance. OK. Donc, on lance un programme de recherche pour trouver la planète, la nouvelle planète qu'on ne connaît pas. Et c'est un jeune astronome de 24 ans, Clyde Tombaugh, un Américain, à qui on va confier, pas juste à lui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, mais entre autres, lui, il est à l'observatoire Lowell en Arizona, et son patron lui dit « Hey, le jeune, c'est toi qui vas faire ça, là, parce que c'est une job fatigante pas mal, là, à garder des photos, parce que là, on a découvert par photo. » Alors là, on prenait des photos. Et quelque temps après, on prenait une autre photo du même champ. Et là, on mettait une photo à côté de l'autre, puis il y avait un appareil qui s'appelait un blinker en anglais, et qui permettait de sauter rapidement d'une photo à l'autre, et ça permettait de détecter un mouvement, s'il y avait une différence. Et c'est comme ça que Clyde Tombaugh va découvrir Pluton en 1930. Et donc, quand mes parents, moi, sont nés, en tout cas, le système solaire comptait 8 planètes. À partir de 1930,
le système solaire va compter 9 planètes. Et on est revenu à 8 aujourd'hui, mais ça, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Problème avec Pluton. Parce que on découvre, quand on a découvert Neptune, on a rapidement figuré que c'était une grosse planète, aussi grosse qu'Uranus, et donc ça faisait du sens. Quand on a découvert Pluton, on a été très déçus. On a découvert la planète, donc on était content, mais Pluton, c'était rien d'impressionnant. C'était quelque chose qui était petit. Alors, je vais éteindre et rallumer quelquefois pour vous montrer. Regardez l'image à gauche en haut. À droite, c'est la taille de la Terre. Ça, c'est la taille de la Lune. Ça, c'est la taille de Pluton. Alors, on est tout content parce qu'on vient de découvrir une nouvelle planète à l'autre bout du système solaire, mais c'est une petite roche. Alors, petite roche, puis regardez par rapport aux planètes géantes, hein? Parce que ça, c'est la Terre, Vénus, Mars, Mercure, Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Alors, vous voyez que dans le système solaire, il y a une série de petites planètes et une série de grosses planètes. Les petites planètes sont rocheuses, comme la Terre. Hein? On peut sauter dessus, c'est du solide. Et il y a 4 grosses planètes géantes qui sont gazeuses. En fait, il y en a 2 gazeuses, Jupiter et Saturne, et 2 qui sont davantage de glace, sont plus éloignées. Il s'agit d'Uranus et de Neptune. Et quand on regarde l'ordre des planètes, vous allez voir pourquoi les gens se creusaient la tête. L'ordre est le suivant. Le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars. 4 petites planètes rocheuses, pas très grosses, relativement proches du Soleil. La ceinture d'astéroïdes, et ensuite Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 4 planètes géantes. Et les astronomes, à l'époque, puis encore aujourd'hui, ils se posaient la question, comment est-ce que ça se fait qu'on a des petites planètes rocheuses à un bout, des grosses planètes gazeuses à l'autre bout? Et la réponse, c'est qu'au début, quand les planètes ont été créées en même temps que le Soleil. Tout le système solaire est arrivé et a pris naissance en même temps. Le Soleil étant plus chaud, il a réchauffé davantage les planètes qui étaient plus proches. Et donc, les planètes plus proches ont perdu beaucoup de ce qui pouvait avoir d'éléments gazeux. On garde encore une atmosphère, mais essentiellement, ça fait des planètes surtout rocheuses avec un peu d'atmosphère. Plus loin, c'est beaucoup plus froid. Et à ces distances-là, les planètes réussissent à conserver leur gaz, l'hydrogène qui était là au début. Et en physique, on peut l'expliquer. Ça a du sens. Il y a une logique. Alors là, on vient de découvrir Pluton. On se pose des questions parce qu'elle est toute petite et on se pose des questions à propos de sa position. Parce qu'ici, on dit, oui, les planètes rocheuses au début, c'est beau. Les planètes gazeuses, les planètes de glace. Puis ici, on a Pluton à l'autre bout, une petite roche. Et là, les astronomes vont se demander comment ça se fait qu'il y a une petite roche, relativement une petite roche, c'est quand même une boule, mais à l'autre bout du système solaire. Elle ne devrait pas être là. Ça ne fait pas de sens. Mais on n'a pas de réponse. Et la dernière chose qui va embêter les astronomes, c'est la dernière image.
on a le Soleil, l'orbite des planètes autour du Soleil, et dans l'image, on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc, les grosses planètes qui sont loin, les autres sont plus rapprochées. Mais regardez, toutes les orbites ici sont dans un même plan. Pluton et les orbites sont quasi circulaires. L'orbite de Pluton, c'est ça ici. Comme ça et comme ça. Alors, on a une planète dont l'orbite est elliptique, allongée, alors que toutes les autres sont relativement circulaires. Ici, c'est comme un grand ballon de football, si vous voulez, hein? C'est allongé. Et non seulement ça, non seulement elle est drôle, différente des autres, mais elle n'est pas dans le même plan que les autres, elle est inclinée. Donc, il y a une partie qui descend ici, puis une partie qui monte au-dessus. Et Pluton va rester un mystère pendant des années. Parce que c'est tellement différent. On ne comprend pas qu'il y a une roche toute seule à l'autre bout. Pas d'affaire là. Son orbite est tout à fait différente des autres planètes. Et en plus, l'orbite, au lieu d'être comme sur une pizza ou une tarte, là, par rapport à toutes les autres, l'orbite est penchée à 17 degrés. Alors, il y avait de quoi s'arracher les cheveux. Vous regardez, là, j'en ai perdu. Hein? Mais c'est ce qui a amené les agences spatiales, notamment la NASA, à vouloir explorer Pluton, parce que Pluton était plein de mystères. Donc, à partir de 1930, on découvre une planète au-delà de Neptune. À partir de 1992, puis là, on se rapproche, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. À partir de 1992, on va découvrir d'autres objets qui sont plus loin que Pluton. Alors, tout à coup, à partir de 1992, le monde dans lequel on vit vient de changer de taille, si vous voulez. Hein? Quand mes parents sont nés, le système solaire s'arrêtait à Neptune. Quand moi je suis né, le système solaire s'arrêtait à Pluton. À partir de 92, on est rendu plus loin que Pluton, on est encore dans le système solaire. Alors, à partir de 92, on va découvrir des objets. Alors, quand je marque entre 30 et 55 UA, ça a de l'air bizarre, mais c'est relativement simple. UA, ça veut dire unité astronomique. Et c'est quoi une unité astronomique? C'est simplement la distance entre le Soleil et la Terre. Et donc, on va découvrir... Et l'orbite de Pluton, qui n'est pas circulaire, donc des fois elle se rapproche du Soleil, des fois elle s'éloigne, en moyenne, Pluton est à 40 unités astronomiques. Donc, la distance moyenne de Pluton, c'est 40 fois la distance Terre-Soleil. Et donc, passer Neptune dans une zone entre 30 et 55 unités astronomiques, on va commencer à découvrir des objets. Un d'abord, deux, et avec les moyens qu'on a, photographie, etc., caméra CCD, on va découvrir beaucoup d'objets. On en connaît aujourd'hui plus de 1500 dans cette zone-là. Et c'était certain qu'à partir du moment où on trouvait des objets qui étaient plus loin que Pluton, puis qu'il y en avait beaucoup, les gens se disaient un jour, ça va arriver, on va en découvrir qui sont aussi gros que Pluton dans ce secteur-là. Et quand je dis 20 fois la ceinture d'astéroïdes, c'est au niveau de la masse. Et donc, la deuxième ceinture, parce que là, on commence à parler d'une deuxième ceinture qui porte un nom. En fait, on l'appelle la ceinture de Kuiper maintenant. Kuiper, qui était un astronome hollandais dans les années 50, qui avait prédit, lui, ce n'était pas de l'observation, mais il avait prédit l'existence d'une autre ceinture d'objets petits au-delà de Neptune. À partir de 92, on l'a découverte. Alors,
vous voyez ici un peu, ici au centre, le système solaire jusqu'à Neptune. On voit l'orbite de Pluton et on voit cette deuxième ceinture qui est au-delà de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et donc, dans le système solaire, maintenant, on a les planètes, on a la ceinture d'astéroïdes principale entre Mars et Jupiter, et au-delà de Neptune, on a une autre ceinture qui est très loin et dont on connaît déjà plus de 1500 objets, et il va en avoir d'autres. Donc, Quand tu parles de la distance de Pluton au Soleil, c'est une distance moyenne parce que oui, c'est la moyenne sur l'orbite. sur l'orbite. Parce que, c'est intéressant l'observation, parce que quand Pluton est à son plus proche du Soleil, elle est en fait plus proche du Soleil que Neptune. Et donc, puis on était là en 1989, pendant une quinzaine d'années, Pluton était plus près du Soleil que Neptune. Elle passe entre les deux. Elle passe entre les deux. Elle se rapproche, mais n'oublie pas, les planètes sont comme ça, Neptune, c'est-à-dire Pluton est comme ça. Et ça se donne que lorsque Pluton est à son plus bas, et qu'elle est plus proche du Soleil que Neptune, c'est quand elle est à son plus bas. Et donc, il n'y a pas de risque de collision. Pour expliquer les anomalies de Pluton, est-ce qu'on pourrait supposer que c'est une planète qui a été capturée, qui serait venue d'un autre système? Plus maintenant. Au départ, on pensait ça, mais maintenant qu'on sait que Pluton fait partie de la ceinture de Kuiper, c'est tous ces objets-là qui sont nés au début du système solaire. Et donc, le système solaire est né avec cette ceinture-là. Puis, il y en a une qui est encore plus lointaine, d'où viennent les comètes. Alors, donc, en 92, on commence à trouver des objets dans le voisinage de Pluton. 15 minutes, on va prendre un café. Donc, en 92, on commence à trouver des trucs, mais à partir de 2003, donc il y a 15 ans, là, on va commencer à trouver des objets bizarres dans la ceinture de Kuiper et presque au-delà. Et le premier qu'on va trouver, on va lui donner un nom, il va s'appeler Sedna, un objet qui a environ 1000 km de diamètre. Ça, c'est à peu près la même chose que Cérès, qui est dans la ceinture d'astéroïdes principale. Mais c'est à peu près la moitié de Pluton. Mais en 2003, donc, on va découvrir Sedna, mais la chose vraiment bizarre, c'est son orbite. Le Soleil, les planètes principales jusqu'à Neptune, en mauve, Pluton. Et donc, Pluton, en moyenne, on est à 40 années-lumière. Ça, c'est l'orbite de Sedna. Vous voyez la grosseur de l'orbite. Et c'est un objet qui est quand même sous l'emprise du Soleil. C'est en orbite autour du Soleil. La Terre, ça nous prend 365 jours pour faire le tour du Soleil. Rendu à la distance de Pluton, ça prend à Pluton 248 années pour faire un seul tour du Soleil. Rendu Sedna, un tour du Soleil, ça lui prend 11 400 années. C'est un autre monde. Hein? Alors ça, on a découvert ça en 2003, et 2 ans après, on va découvrir ceci, un autre objet qu'on va appeler Eris, et qui a un petit satellite aussi. Mais Eris est un objet qui est plus gros que Pluton, est aussi plus loin que Pluton. Et donc, à partir de 2003, 2005 et les années qui vont suivre, parmi les 1500 et plus objets qu'on découvre dans la ceinture de Kuiper, on va en découvrir un certain nombre qui sont aussi gros ou à peu près aussi gros que Pluton.
Et voici les principaux. Je vous les montre rapidement. Donc, à gauche, Eris, suivi de Pluton et de son satellite Charon, dont je vais parler après le café. Makemake, Oméa, Sedna, avec l'orbite que je viens de vous parler, Orcus, Quaoar, Varuna. Alors là, oui? Mis à part Oméa qui a l'air Oui, comme un football. Là. Oui, les autres, ils sont vraiment des... Oui, ils sont sphériques. Oui. Oui. C'est toutes des roches. Et ça, on va y revenir parce que c'est important. Qu'est-ce que j'allais dire avant qu'on m'interrompe? Hein? J'aime ça quand on m'interrompt, ça met un peu de piquant dans l'affaire. Ah oui, et donc, on va découvrir des objets, mais là, je vous ramène au milieu du 19e siècle, quand on a découvert Cérès et Junon et Vesta et tous les autres astéroïdes. Au début, on pensait qu'on avait découvert des planètes, puis quand ils se sont rendus, ils en avaient 100, ils se sont dit, ça n'a pas d'allure. C'est une classe d'objets différents. Et là, on a cessé de nommer ces trucs-là des planètes. On a dit non, il y a les planètes classiques. Et à côté, il y a les astéroïdes entre Mars. Là, on arrive au début du 21e siècle et le même problème commence à se poser. Parce que pas Sedna. Oui, en fait, celui qui a découvert Sedna, Mike Brown, qui est un astrophysicien aux États-Unis, en Californie, lui, en 2003, quand il a découvert ça, il a dit « Hey, je suis le découvreur de la 10e planète du système solaire. » Puis là, on a découvert d'autres, puis on a découvert d'autres, puis on a découvert d'autres. Et on a commencé à saisir l'ampleur de la ceinture de Kuiper. Et c'est là que l'Union astronomique internationale est intervenue pour dire il faut faire le ménage un peu dans notre nomenclature. Et donc, on va comprendre que le système solaire, maintenant, est composé comme ceci. Il y a d'abord 4 petites planètes rocheuses proches du Soleil, suivies d'une ceinture d'astéroïdes, suivies de 4 planètes géantes, suivies de la ceinture de Kuiper. Et donc, on va faire des objets qui sont dans la ceinture de Kuiper, une autre classe d'objets. Et on a désigné Pluton comme étant l'objet représentatif de ce qu'on appelle les objets transneptuniens, c'est-à-dire les objets dont l'orbite est au-delà de l'orbite de Neptune. Mais parmi les objets qu'on a découverts, vous avez vu Sedna, hein, avec une orbite qui n'avait pas de sens. Je vais y revenir à ce que je dis, parce que j'ai un peu de suite dans les idées quand même si j'ai l'air perdu. Là, hein? Donc, en 2007, congrès de l'Union astronomique internationale, les astronomes décident de faire le ménage dans leur nomenclature, et c'est là qu'ils vont créer la catégorie des planètes naines. Cette catégorie n'existait pas avant. On avait des planètes, on avait des astéroïdes. Là, Pluton, là, on commençait à comprendre Pluton. Parce que là, Pluton, ce n'était pas juste un petit caillou perdu à l'autre bout. Pluton faisait partie d'un autre groupe, la ceinture de Kuiper, avec des orbites très différentes, des caractéristiques différentes. Alors, on a défini ce qu'allait être une planète naine. Et on a dit les caractéristiques vont être les suivantes. Il faut que l'objet, il y en a 3 essentiellement, il faut que l'objet soit en orbite autour du Soleil. Alors, tantôt, on va voir que la planète Pluton a un satellite, une lune qui tourne autour, qui s'appelle Charon, mais Charon, c'est relativement gros. C'est presque une planète, Charon. Mais Charon ne tourne pas autour du Soleil, Charon tourne autour de Pluton. Et donc, Charon ne peut pas être une planète naine. Ça demeure un satellite.
Donc, pour que ça soit une planète naine, minimum, il faut que l'objet soit en orbite autour du Soleil. Deuxième caractéristique, il faut que la masse soit suffisante pour que la gravité domine. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut que l'objet soit... Si un objet est suffisamment gros, suffisamment massif, la gravité va faire que tout l'objet va être attiré vers le centre. Et l'objet va chercher à prendre une forme la plus petite possible. Et la forme la plus petite possible, c'est une sphère. Et donc, pour y arriver, ça prend quand même une masse assez importante parce que quand je n'ai pas de photo d'astéroïdes, mais les astéroïdes sont de forme irrégulière. Et donc, c'est un paquet de roches tout croche. Puis on se demande comment est-ce que des roches toutes croches peuvent devenir puis former plus ou moins une belle sphère. Ça prend beaucoup de masse. Et quand on a beaucoup de masse, ça fait beaucoup de pression, c'est chaud. La roche, en fait, est en fusion, comme au centre de la Terre. Hein? Le centre de la Terre n'est pas rocheux, c'est de la roche en fusion. Et tous les objets, les planètes naines, à un moment donné, au départ, en fait, à leur naissance, c'était de la roche en fusion. Et la masse était suffisante pour garder tout ça. Donc, en gros, si un objet n'est pas sphérique, ou n'est pas en ce qu'on appelle un équilibre hydrostatique, c'est la même chose, si ça n'a pas une forme sphérique, ça ne peut pas être une planète naine. Et le dernier, c'est lui qui est sujet à plus de controverses. Il faut qu'il fasse place nette dans son voisinage orbital. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début du système solaire, hein, on a au centre une grosse boule de gaz qui est en train de former le Soleil, et autour, on a de la poussière, puis un peu de gaz aussi, mais surtout de la poussière qui est en orbite autour de l'étoile en train de se former. Et ces poussières-là vont s'agglutiner, vont former des roches qui vont entrer en collision, ça va grossir, et ça finit par faire des planètes. C'est comme ça que les planètes se forment. Plus loin du Soleil, c'est un peu la même chose, mais avec du gaz. Un peu de roche au centre, mais la masse est suffisante pour aussi attirer le gaz qui, au lieu d'aller vers l'étoile naissante, est resté près de la planète en formation. Au cours de ce processus-là, où on a beaucoup de roches en train de se coller, etc., il va y avoir beaucoup de collisions. Et plus une planète va devenir grosse, plus elle va littéralement évacuer son orbite. Évacuer dans le sens où bien elle va ramasser les objets qui sont dans son chemin, ou par la force de gravité, elle va carrément les expulser. Alors, imaginez, vous êtes dans une petite auto, une vieille auto, très frêle. Vous êtes sur l'autoroute tranquillement, vous avancez, vous regardez dans votre rétroviseur, vous voyez un gros camion qui descend, puis il fonce sur vous. Hein? Vous voulez juste vous tasser, sinon vous allez vous faire écrapoutir. C'est ce qui est arrivé dans le système solaire. Et donc, les planètes, quand elles vont grossir, il va y avoir des collisions, mais essentiellement, les planètes vont se dégager une voie. Ils vont dire, dans cette voie-ci, c'est moi qui est maître. Les autres, tassez-vous. C'est ce qui est arrivé à toutes les planètes. Et les collisions, c'est comme ça que la Lune est née. Hein? C'est une collision au début entre la Terre et un autre objet. Mais depuis, la Terre a littéralement balayé sa route, puis il n'y a pas d'objets qui sont dans son coin. Alors, pour qu'un corps soit suffisamment gros pour être déclaré planète naine, il faut, pour être déclaré planète, pardon. Il y a une erreur ici. Ce n'est pas la définition d'une planète naine, c'est la définition d'une planète tout court. Alors, quand je serai de retour à la maison, je vais corriger ma présentation. Puisque je vais envoyer à Maxime, ça va être corrigé. Hein? C'est la définition d'une planète. Donc, une planète, elle gravite autour du Soleil,
elle est suffisamment grosse pour être en équilibre hydrostatique et elle a éclairé son chemin. Et donc, c'est le cas de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ce n'est pas le cas de Pluton, parce que Pluton gravite, est en orbite à l'intérieur de la ceinture de Kuiper, et donc elle n'a pas dégagé d'autoroute dans ce coin-là pour elle-même. Et donc, elle a des voisins et elle pourrait être en collision aussi. Alors, voilà, suite à ça, en 2007, l'Union internationale a dit il n'y a pas 9 planètes classiques autour du Soleil, il y en a 8. Et on a créé une autre classe qui était les planètes naines. Et les planètes naines, essentiellement, avaient les caractéristiques 1 et 2, mais n'avaient pas la dernière. Et à partir de ça, à ce jour, l'Union astronomique a décrété qu'il y avait 5 objets qui étaient officiellement des planètes naines. Il y a Cérès, dont j'ai parlé tantôt, qui est dans la ceinture des astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Il y a Pluton, Haumea, Eris et Makemake, qui, eux, les 4, sont dans la ceinture de Kuiper, très loin du Soleil. Et vous avez vu qu'il y en avait d'autres objets qu'on a découverts qui sont ronds. Ce sont des candidats potentiels pour être déclarés à un moment donné planète naine. C'est une question de temps, oui. Est-ce qu'ils ont toutes des orbites circulaires? Non, pas du tout. C'est ce qu'on va voir. Ça serait comme une caractéristique à ce moment-là? Ça serait comme une caractéristique... c'est pas une caractéristique, parce qu'il y en a qui ont des orbites presque circulaires, puis il y en a d'autres qui n'ont pas. Donc, la forme... Il y a une question depuis tantôt, là. Bon, le monsieur lève sa main tout le temps. Je l'ignore totalement, mais là, oui. Je me rapproche parce que je suis sourd un peu. Dans la ceinture de Kuiper, c'est tout du solide, on parle tout? Oui, pour l'instant, tout ce qu'on a découvert, c'est du solide. OK? Et les objets n'ont pas d'atmosphère jusqu'à maintenant. Oui. Il y a quelque chose qui confond. Là, vous avez parlé... Juste une chose? Vous êtes chanceuse, vous? Quelque chose. OK, parce que moi, il y a bien des affaires. Une multitude. Vous avez parlé des caractéristiques pour qu'on parle d'une planète. Oui, tout court. Est-ce que les planètes naines sont des planètes? Est-ce qu'on dit planètes naines? Est-ce que ce sont des planètes? Ce sont des planètes, oui, mais avec un ajout. Hein? Elles n'ont pas les caractéristiques d'une planète que vous nous Oui, les 2 premières. OK? Elles sont en orbite autour du Soleil. Oui. Et donc, ça exclut tous les satellites. Oui. OK? Et deuxièmement, elles sont suffisamment grosses pour être sphériques. Oui. Puis ils font leur chemin aussi, non? Non, justement. On prend Cérès. Hein? Parce que là, j'en fais un problème de logique. Planète naine. Oui. Planète. C'est des planètes? Oui, mais c'est comme dire un homme blanc ou un homme noir. Dans les deux cas, c'est un homme. Oui. OK? Mais il y a une caractéristique différente. OK. OK? C'est la couleur dans ce cas-ci. Ça pourrait être le genre masculin et féminin. Hein? L'être humain. On avait des pommes et des pommes bleues. C'est ça. Alors là, oui, on a des planètes, mais elles sont naines. Hein? Oui, il y avait une question. Il n'est pas exclu qu'on finisse par trouver d'autres planètes. Non, il n'est pas exclu. Puis en fait, j'y arrive, puis on va finir avec ça. Et donc, ça c'est les planètes naines aujourd'hui, officiellement. Alors, ça va répondre à votre question, puis après, on va faire la pause. Hein? J'ai dit tantôt qu'on a découvert plus de 1500 objets dans la ceinture de Kuiper. Ces objets-là, c'est relativement des orbites circulaires, mais on a trouvé des objets bizarres. Tantôt, celui de 92, hein, Sedna, avec son orbite. Mais regardez d'autres, puis regardez d'autres ici. Hein? Ça s'en va un peu dans toutes les directions. En fait, on pense que ça s'en va dans toutes les directions, mais ces dernières années, on a remarqué quelque chose. Tous les objets bizarres avec des orbites qui sont à l'autre bout du monde, puis qui sont à toutes sortes d'angles, quand ces objets-là ici
quand il se rapproche du Soleil, le point le plus rapproché du Soleil, il converge. Alors là, les astrophysiciens se sont dit, ou bien c'est une coïncidence, ou bien il y a une explication. Et là, on est dans la phase des théories. Parce que là, il y a plusieurs théories pour expliquer pourquoi les orbites ou les objets, lorsqu'ils sont au point le plus rapproché du Soleil, pourquoi dans l'espace, ça semble... C'est comme si toutes les autos, tout à coup, qui se promènent au Québec, ils décident tous de converger à Baie-Saint-Paul. Quelque chose, tu dis, c'est quelque chose qui se passe, c'est le festif, où il y a d'autres affaires. Mais en tout cas, l'hypothèse la plus probable, mais ça demeure une hypothèse, c'est qu'il existerait une autre planète encore plus loin, qu'on appelle pour l'instant planète X. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que la planète X serait sur l'orbite ici. Et que si une telle planète existait, on n'a aucune idée, mais si elle existait, sa force d'attraction pourrait expliquer pourquoi les orbites convergent ici. Le gros problème avec cette hypothèse-là, c'est que d'après les calculs que font les astrophysiciens, la planète X devrait être une très, très grosse planète. Et là, on revient au problème de la naissance du système solaire. On peut expliquer les petites planètes rocheuses proches du Soleil. On peut expliquer la ceinture d'astéroïdes. On peut expliquer les planètes gazeuses. On peut expliquer, dans une certaine mesure, la ceinture de Kuiper. Mais là, comment est-ce qu'une grosse planète se retrouverait très loin? Ils n'ont pas trouvé la solution. Et les calculs font que cette planète-là pourrait être pas n'importe où dans le ciel, mais à peu près n'importe où. Et donc, ils ne savent pas où commencer à regarder. Alors que quand on a découvert Neptune ou Pluton, au moins on avait une idée d'à peu près où se trouvait l'hypothétique planète. Alors, si vous entendez parler d'une planète X qu'on cherche, c'est celle-là. On ne l'a pas trouvée.